BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Et 3 invités avec nous pour commenter, analyser l'actualité du moment sur les marchés financiers. François Jubin à nos côtés jusqu'à 18h, président de Wise AM. François, bonsoir. Bonsoir. Christian Parizeau également à nos côtés, chef économiste d'Orel BGC. Christian, bonsoir. Bonsoir. Et Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments, qui nous accompagne également ce soir. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vos commentaires peut-être sur le discours de Jérôme Powell et puis certains éléments de réponse qu'il apporte aussi aux représentants qui sont au train de l'auditionner. La séance de questions-réponses est en cours. Visiblement, le marché réagit quand même un petit peu aux propos de Jérôme Powell. Qu'est-ce que vous retenez à ce stade, Christian Parizeau ? Alors déjà, il s'inscrit clairement dans la lignée de Yellen. Il l'avait dit au moment de son investiture, dans son court discours, il avait dit « je ferai à peu près ce que faisait Yellen ». Bon, dans ses termes, pas dit comme ça, mais en gros, ça signifiait ça. Bon, là, il nous a fait un copier-coller du discours de Yellen de juillet. Donc là, il a actualisé les chiffres, mais il a quand même recopié. Il a changé la date. Voilà, il a changé la date et il a changé les chiffres du taux de chômage. Mais grosso modo, la logique est la même, la façon de percevoir l'économie est la même. Alors c'est même assez amusant parce que pour la petite histoire, ils disent que l'inflation est faible liée à des facteurs transitoires. Et elle nous le disait déjà au mois de juillet. Alors transitoire, là c'est long, c'est un peu long. On a encore 6 mois après, on a encore une inflation qui est faible pour des raisons un peu transitoires, temporaires. Bon, d'accord, le temporaire dure. Donc, mais globalement, que je retiens, c'est qu'il reste quand même très clairement dans la lignée de Yellen. Il n'y a pas de changement de discours sur le fond. L'idée principale qu'il envoie actuellement, c'est de dire la croissance est forte. Alors même plus forte qu'on l'envisageait parce qu'il y a peut-être une politique budgétaire expansionniste qu'on n'avait pas intégrée en décembre où on émettait beaucoup de doutes sur l'impact de la réforme fiscale et son impact sur la croissance économique. Là il dit clairement je rehausse mes attentes de croissance parce qu'elle est plus forte qu'attendue grâce à cette politique budgétaire. Mais nous, ça change pas notre opinion de continuer à normaliser la politique monétaire. Alors peut-être avec un petit bémol où il a mis un moment là en répondant aux questions, il a dit on surveille quand même les taux longs, on voudrait pas qu'il y ait une surréaction des taux longs, mais globalement l'idée c'est on poursuit. Et je pense que c'est le meilleur discours. Parce que s'il dit attention, l'inflation revient, on est en retard, ça va être la panique. Ou alors attention, l'inflation revient, mais je m'en moque parce que je vais mener une politique monétaire très accommodante, c'est la panique. Donc le mieux de dire on l'avait prévu, on vous avait dit que tout est bien, tout est normal, on continue à normaliser et donc ne paniquez pas. On fait en sorte que l'inflation va revenir à 2 et nous, on aura entre-temps normalisé notre politique monétaire. Donc je crois qu'il n'avait pas le choix, il fallait tenir un peu ce discours-là et surtout, je pense que ce qu'on retient, c'est qu'il s'inscrit dans la continuité de Yellen. Il ne peut pas tout changer. C'est pas parce qu'il est un banquier et pas un économiste. Il y a la première intervention, une des questions dit, ça fait du bien de voir un banquier à la tête de la Fed. Bah oui, je suis banquier, mais je reste quand même dans la continuité de Madame Yellen. Et c'est ça que je retiens déjà dans cette première intervention de M. Powell. Avec lui aussi, il pratique le et en même temps. Voilà, il faut qu'on accompagne la normalisation de l'inflation dans l'économie américaine. Comprenez qu'on poursuive les hausses de taux graduelles. Et en même temps, il faut qu'on évite une surchauffe de l'économie. Il ne faut pas qu'on laisse trop le temps à l'inflation de se développer. De ce côté-là, ils ont un peu de marge, voilà. Christian, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a que 2 membres, pour l'instant, dans les dernières minutes du FOMC de janvier qu'on a, il n'y avait que 2 membres qui craignaient réellement une surchauffe. Ils n'en sont pas là. Là aussi, il a atténué quand même l'aspect risque de surchauffe. Maintenant, ce qui ressort quand même très clairement, et ça c'est le message de janvier, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui font qu'on ne va pas revenir vers 2% d'inflation parce qu'on est très très confiant sur la conjoncture. Donc c'est-à-dire que grosso modo, il renvoie quand même derrière ça la politique budgétaire très expansionniste qui intervient au plus mauvais du cycle. Et donc ça signifie quand même que derrière la Fed aujourd'hui, elle peut pas avoir en décembre, c'était est-ce qu'on monte les taux, est-ce qu'on monte pas les taux, est-ce que l'inflation va revenir ou pas. Là, il y a quand même un changement de discours. Le débat a été tranché. L'inflation revient, on normalise. Par contre, on va pas faire peur au marché et on va pas créer un crack obligataire derrière. Donc il faut y aller modérément et rassurer les marchés en disant voilà, on n'est pas non plus en train de tout casser et tout détruire. Il n'y a pas d'urgence, effectivement, il n'y a pas de précipitation à avoir par rapport à ça. Interrogé sur la question des finances publiques, Jérôme Powell estime qu'il est important que le gouvernement fédéral reste sur la voie de finances publiques soutenables. Vos commentaires, réactions, Vincent Chéniaud, par rapport aux propos de Christian Parizeau et puis au corps du discours de Jérôme Powell aujourd'hui. Non, je suis d'accord sur l'idée effectivement de continuité. Il y a une volonté de ne pas marquer une rupture et de dire on continue avec la politique monétaire qu'on avait sous Yellen. Cependant, la réaction du marché, avec un dollar un peu plus fort, avec des rendements qui de nouveau se tendent un petit peu, suggère qu'en effet, ces inquiétudes sur une Fed potentiellement un peu plus dure
n'ont pas disparu et ce discours n'efface pas ces inquiétudes. Et en effet, il y a un thème notamment qui revient, c'est celui de la productivité. Oui. La productivité qui pourrait commencer à décoller en même temps que l'investissement des entreprises. L'investissement des entreprises était le chaînon manquant de cette reprise. Et là, pour un certain nombre de raisons, d'abord parce que la demande finale est forte, y compris la demande à l'exportation, mais également parce qu'on a une réforme fiscale en cours. L'investissement pourrait commencer à décoller et ça pourrait soutenir la productivité. Ouais. Et on sait qu'il y a un lien très intime entre ce qu'on appelle le taux naturel d'intérêt et la productivité. Si la productivité monte, la croissance de moyen terme monte et ça peut relever le taux naturel, le taux d'équilibre. Et ça veut dire que si on regarde les fameuses prédictions de la Fed à moyen terme, ça veut dire que le point terminal pourrait être plus haut. Et donc le risque en effet est que le marché continue à réviser ses anticipations sur le point terminal du cycle de besoin davantage. Il y a ce petit mot qui avait été introduit récemment par la Fed. Alors, besoin d'une poursuite des hausses de taux graduelles, mais le petit mot davantage là, avait été introduit très récemment dans le discours de la Fed. Voilà, donc aujourd'hui, dans les prévisions, il y a 3 hausses de taux. Ouais. Le marché, peu au prou, est en ligne avec ça, encore un tout petit peu en dessous. Le risque est que bientôt, les inquiétudes de 4 hausses cette année, ces inquiétudes grandissent et puis le risque est que le point terminal encore soit plus élevé que ce qu'on estime aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie menace pour les marchés obligataires. Et on a vu avec les secousses du mois de février que quand les rendements se tendent trop vite, ça peut infecter les actifs risqués, y compris les actions. Très grande sensibilité du marché effectivement à ce niveau des taux d'intérêt. Commentaire, réaction, François Jubin, 4 hausses de taux, est-ce que c'est approprié? Est-ce qu'il y a la place pour une 4e hausse de taux cette année? Et puis combien par la suite, hein? C'est vrai que c'est la question qui se pose avec cette notion du taux d'équilibre, du taux naturel pour l'économie américaine. 3, 4, c'est très compliqué de trancher. De trancher parce que bon, l'enjeu à mon sens il est pas tellement là. C'est effectivement de savoir si on va aller beaucoup plus loin par la suite. C'est ça l'enjeu. Et moi, en tout cas, ce que je ressens, ce que je vois dans les informations diverses et variées, c'est qu'on a de la place en fait pour continuer dans une politique relativement accommodante. Et moi, pour l'instant, je vois aucune accélération sur les salaires, sur justement, vous avez signalé que la productivité était encore très faible et que si l'investissement repart, on pourrait avoir une amélioration de la productivité. Et du coup, on a des coûts salariaux unitaires aujourd'hui qui sont extrêmement faibles. Donc on a aussi de la marge de manœuvre sur des progressions salariales. On a signalé au début du mois, je crois que c'est au janvier, qu'il y a le président de la Fed de New York qui a dit que finalement l'inflation qui partirait non au-dessus de 2, peut-être 2,5, finalement il faut raisonner en moyenne, c'est quelque chose comme ça en fait, puisque très longtemps on a eu une inflation. Est-ce qu'on a envie de laisser un peu déborder comme ça des chiffres d'inflation sur quelques mois pour contrebalancer le fait qu'on rate la cible depuis des années? Exactement, c'est ça, c'est de dire que si on ne s'éloigne pas trop, eh bien finalement c'est tenable. Voilà, c'est ça en fait le discours qu'on entend. Et je voudrais quand même rappeler que depuis 6 mois, les taux obligataires ont quand même largement monté, puisque aujourd'hui on atteint les 2,85, 2,90. Donc on a quand même pris acte de cette amélioration de la conjoncture et des conditions économiques qui font que aujourd'hui le marché a déjà anticipé sur ces hausses de taux. On parlera des marchés actions, des actifs risqués, de la volatilité, parce qu'évidemment il est interrogé à ce sujet, Jérôme Powell, mais juste avant de marquer une première pause, votre sentiment, alors Vincent Chéniaud puis Christian Parizeau, est-ce qu'on est encore très loin du niveau d'arrivée là? C'est exact, c'est la problématique que vous posiez tout à l'heure, Vincent. Votre sentiment chez General Investment, c'est qu'on en est encore assez loin ou on s'en est très proche aujourd'hui là? Le sentiment, c'est qu'on est encore assez loin et en effet, les conditions sont quand même assez nettement différentes de ce qu'elles étaient en 2017. Il faut se souvenir qu'en 2017, pour l'économie mondiale, surprise à la hausse pour la croissance, surprise à la baisse sur l'inflation.
tout particulièrement aux États-Unis. L'inflation n'a eu cesse de surprendre à la baisse en 2017. Je rappelle que le déflateur sous-jacent, qui est la mesure centrale pour la Fed, est passé de 1,9 en début d'année à 1,3 à la fin de l'été. Donc une inflation très faible qui a donné beaucoup de confiance au marché sur le fait que les banques centrales, et la Fed en particulier, vraiment agiraient avec une grande prudence. Cette année, on a quand même eu un certain nombre de surprises à la hausse de l'inflation. D'abord sur les prix à la consommation, mais également sur les salaires. Et avec l'effet de base qui arrive au printemps, parce qu'en début d'année dernière, les chiffres d'inflation étaient très bas, on va avoir des chiffres d'inflation en glissement annuel qui sont plus élevés et qui pourraient inquiéter le marché, effectivement, sur le comportement de la Fed. Donc le risque, encore une fois, c'est vrai que les rendements obligataires ont déjà beaucoup monté cette année, d'environ 50 points de base pour le taux 10 ans, donc c'est quand même assez considérable. Malgré tout, nous ne sommes pas très enclins. C'est encore fragile. La courbe américaine est encore fragile, d'une certaine manière. Parce que ces anticipations sur la Fed peuvent encore être vues à la hausse. Ouais, je comprends. Bon, tout l'enjeu, c'est 2019 d'ailleurs, parce que 2018, on se bat pour savoir si c'est 3 ou 4, mais le vrai enjeu, pour savoir jusqu'où on va, c'est 2019. Pas que. Moi, je pense que c'est un problème de crédibilité. C'est-à-dire que la vraie question, c'est pas l'inflation, c'est pas les salaires, c'est pas est-ce qu'il y a une courbe de Phillips, c'est est-ce que les taux longs vont surréagir et là faire freiner l'économie de manière trop violente. C'est ça, c'est la crédibilité aujourd'hui de la Banque centrale, de dire au marché obligataire, c'est pas la peine de mettre une prime inflationniste trop forte parce que je vais pas laisser les prix déraper, mais à l'inverse, c'est de dire je vais pas créer de l'instabilité sur les marchés en me faisant croire que je vais d'un seul coup freiner l'économie alors que c'est pas nécessaire. Donc la vraie problématique aujourd'hui pour Monsieur Powell et compagnie, c'est d'être crédible. C'est d'être crédible aujourd'hui dans leur scénario économique. Et le gros problème, c'est qu'il y a des éléments qu'ils ne maîtrisent pas aujourd'hui, qui sont est-ce que les salaires vont véritablement accélérer? Est-ce que ces salaires qui accélèrent, c'est vraiment plus d'inflation parce que ça va être transmis au prix? Et ça, ils le maîtrisent pas totalement. Donc aujourd'hui, la meilleure façon, c'est d'être crédible en disant au marché, j'ai déjà commencé, j'arrive vers mon taux neutre. D'ailleurs, c'était formidable. Madame Yellen nous disait, on va aller vers un taux neutre, mais on ne sait pas quel est le niveau du taux neutre et en plus, il n'est pas stable dans le temps. Donc, on sait où on va, mais on ne sait pas trop quand on va s'arrêter. Donc, on est totalement dans cette situation-là. Et aujourd'hui, je pense que son gros élément de marketing aujourd'hui, de communication, c'est de dire au marché, je suis pas en retard. Et je ne vais pas freiner l'économie par contre pour autant. Donc ça c'est important de déséquilibrer. D'où le fait, je pense qu'il a dans les premières questions, on l'a interrogé sur la volatilité des marchés et il a dit qu'il regardait ça parce qu'un élément important, c'est que l'économie américaine est sûrement très sensible à une remontée des taux, beaucoup plus que par le passé. Et on l'a vu dans les dernières statistiques de l'immobilier qu'on commence à ralentir avec cette hausse des taux hypothécaires qui a été assez importante ces derniers mois. Commentaire rapide, Vincent Chéniaud, puis on marque une pause. Petite différence de vue quand même, je dirais que la situation est plus symétrique qu'elle ne l'était l'année dernière. Il y a deux types de risques. Le fait qu'on resserre trop fort et qu'effectivement l'économie ralentisse, ou qu'on resserre pas assez fort et que l'inflation monte. Je dirais que tant que l'inflation était très basse, la Fed n'était pas inquiète sur le risque, l'inflation va décoller. Aujourd'hui que l'inflation remonte et converge vers l'objectif, je dirais que la situation est plus symétrique. Donc il y a un risque effectivement de resserrer trop fort et de casser la croissance, mais il y a également aujourd'hui un risque sur les salaires, sur l'inflation, de ne pas resserrer assez et de se faire déborder. Donc à ce niveau-là, pour moi, la situation est plus symétrique. Il faut qu'on facilite le retour à une inflation durablement autour de 2%, tout en empêchant la surchauffe de l'économie. Équilibre, effectivement, c'est la feuille de route. Et en permettant le financement d'un déficit public de 5%. Et en surveillant les risques pour la stabilité financière. Voilà, donc ça c'est la feuille de route de Jérôme Powell, auditionné en ce moment même par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. On suit ça avec nos invités jusqu'à 18h en plateau. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Avec nos trois invités en plateau qui réagissent bien sûr, mais en direct, c'est en train de se passer sous nos yeux, l'audition de Jérôme Powell, la séance de questions-réponses avec la Chambre des représentants et nos invités qui commentent en direct effectivement cette situation. Bon, il y a le discours sur le fond et puis il y a toujours des questions intéressantes qui sont posées au patron de la Fed. En plateau avec nous, François Jubin, président de Wise AM, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC et Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investment. Je prends quelques réponses de Jérôme Powell et puis vos commentaires. François Jubin, je commence
commence avec vous sur les risques pour la stabilité financière. Bon, comprenez le risque de marché, comprenez le risque alors sur le marché du crédit, mais on regarde aussi beaucoup ce qui se passe à Wall Street, par exemple. Ces risques pour la stabilité financière sont actuellement modestes tout au plus. C'est pas très violent comme déclaration au regard de ce qu'on entend toute la journée sur la valorisation des marchés de crédit, des marchés actions aux États-Unis, François. D'un autre côté, qu'attendiez-vous à ce qui allait provoquer un tsunami de vente comme on a eu entre fin janvier et début février. Il peut pas dire plus que ça. Il peut pas, voilà. Donc il doit composer avec cette économie qui est en bonne santé et puis des marchés qui ont un impact également sur l'économie. Donc une hausse de la volatilité, une hausse de l'incertitude sur les marchés financiers n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie. Donc il doit, malgré tout, il doit quand même contenir tous ces risques-là. Et on a eu, je rappelle, un coup de semonce quand même fin janvier, début février. Ouais, mais justement là, est-ce que de temporiser un petit peu justement sur les risques, parce que on a vu des Janet Yellen par exemple pointer du doigt certains segments. Elle parlait des réseaux sociaux, des biotech, ça avait été, enfin des secteurs qui avaient été directement visés par des discours de Janet Yellen. Là, il reste très très calme par rapport à ça. Est-ce que c'est une manière de dire à Wall Street ou au marché de taux, tiens, vous pouvez encore corriger un peu plus. Nous, ça nous dérange pas. Et au contraire, c'est très bien parce que ça va dans le sens de notre chemin. Vincent Chéniaud. On avait déjà eu des déclarations de Dudley dans ce sens. Bill Dudley, patron de la Fed de New York, très influent à la Fed, qui va malheureusement quitter l'institution cet été, mais membre très influent qui nous disait ce qui s'est passé début février, ça ne nous émeut pas beaucoup. Et là, on en a la confirmation aujourd'hui. Non seulement les secousses qu'on a eues début février ont marqué un resserrement très modéré des conditions financières, mais en plus, la Fed n'a pas l'air très inquiète sur l'environnement et le risque, par exemple, qu'un resserrement monétaire pourrait créer sur le marché. Et donc ça nous dit quand même que dans la fonction de politique monétaire, cet élément stabilité financière aujourd'hui n'est pas un élément déterminant et le champ est quand même plutôt libre pour se concentrer surtout sur l'objectif croissance-inflation et notamment sur l'inflation qui remonte un peu. François Jubin, commentaire, réaction, oui. Moi, je partage moyennement ce point de vue, mais moi, je crois que les niveaux de valorisation aujourd'hui sont à court terme ne sont pas une difficulté, mais néanmoins, on va y arriver à un moment donné ou à un autre. Donc, je pense qu'il faut ménager aussi la chèvre et le chou. Bon, alors, je pense qu'il y a surtout un gros changement de discours, c'est-à-dire que ce qu'on s'est aperçu dans les minutes notamment de janvier, qu'on a eu du FOMC, c'est que les membres du Fed mettaient beaucoup en avant le fait que la solidité du système financier, que la régulation était un élément pour faire face à des chocs de marchés financiers. Je pense qu'ils ont un peu baissé les bras, c'est-à-dire que l'irrationnel, les marchés irrationnels, je pense que ça fait longtemps qu'on en parle au niveau des banquiers centraux. Ils se sont aperçus qu'ils n'y arrivaient pas finalement et qu'aujourd'hui c'est plus cet élément-là. Et là, je vois que de nouveau, il remet une couche sur l'aspect dérégulation. On l'interroge sur cet élément-là et il met en avant la dérégulation éventuellement pour les petites et moyennes banques, mais il casse quand même l'idée que c'est free lunch pour les grandes banques américaines. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt face à des marchés qui sont très chers, face à des marchés qui ont des valorisations très élevées, il faut plutôt faire attention justement aux prises de risques, aux effets de levier, éviter que les acteurs financiers prennent trop de risques. Et donc c'est plutôt ça le message, parce que les chocs financiers, je crois qu'on aura du mal à les éviter. Par contre, le fait que le système financier se maintienne et résiste à ces chocs financiers, c'est peut-être l'essentiel du travail aujourd'hui par rapport à la dernière crise. Et c'est plus là-dessus, à mon avis, que la Fed va concentrer ses efforts, parce que on peut toujours dire que c'est surévalué, mais on voit que ça dure 2 jours sur la bourse et puis derrière c'est reparti. Donc l'impact, finalement, ils ont très peu d'impact là-dessus. Sur la régulation financière, par contre, ils en ont plus. Alors, il va peut-être pas faire plaisir à Monsieur Trump, mais en tout cas, je pense que là-dessus, il va pas lâcher sur cet aspect régulation financière. Il sera moins agressif que ce qu'on pouvait imaginer en matière de dérégulation. Parce que c'était vraiment. Oui, il a toujours dit. Il y a une incompréhension des marchés là-dessus. C'est ça. Quand on voyait des Goldman, au moment de la nomination de Powell. Là-dessus, voilà. Je pense qu'il y a une incompréhension. Il a toujours dit que lui, il était pour une dérégulation seulement des petites et moyennes banques, notamment en termes de contraintes, en termes de test stress, etc., qui étaient très lourds pour les petites et moyennes banques, mais que pour les grandes banques, il n'avait pas du tout envie de lâcher l'aspect régulation. Il y a un levier, en revanche, sur lequel là, on a ouvert grand les vannes.
c'est celui de la fiscalité et du budgétaire. Alors, que pense Jérôme Powell de la trajectoire des finances publiques? Donc, il a cette petite phrase, hein, il est important que le gouvernement fédéral reste sur la voie de finances publiques soutenables. Comment on interprète là ce petit passage de la réponse d'un Jérôme Powell? Ça veut dire que déjà, il s'inquiète du déficit sur PIB qui doit exploser à plus de 5% l'an prochain, Vincent Chéniaud. Ça va être compliqué là pour Alors, la dette américaine. La Fed sur ce sujet est toujours assez prudente puisque c'est un domaine manifestement réservé à l'administration américaine et au Congrès. Donc des commentaires toujours prudents, mais effectivement c'est plutôt un appel à la mesure. Et c'est vrai que les développements à ce niveau-là ne sont pas très rassurants parce que le déficit budgétaire américain va fortement monter. Dans le même temps, les déficits commerciaux probablement vont également monter. Donc ce sont les fameux déficits jumeaux, ce qui à moyen terme soulève quand même des inquiétudes en termes encore une fois de stabilité financière. Donc je partage l'idée qu'il y a des risques, hein, aussi bien de valorisation, d'endettement des entreprises dans certains secteurs comme le télécom, également les déficits jumeaux américains. Mais la Fed n'a pas l'air de s'en émouvoir beaucoup aujourd'hui. Maintenant, sur les déficits, oui, je pense que la Fed s'interroge quand même sur la nécessité d'avoir ce stimulus fiscal à ce stade du cycle, un cycle qui est déjà assez mature, une économie qui est forte, qui bénéficie en l'occurrence de la vigueur de l'économie mondiale. Était-il vraiment nécessaire d'apporter ce stimulus à ce moment-là? La question quand même mérite d'être posée. Ça lui complique un peu la tâche quand même à Jérôme Powell. Ça risque quand même, il y a quand même un risque de surchauffe qui pourrait mettre la Fed dans une situation plus compliquée. Bon, il nous reste 2 minutes pour conclure, enfin en tout cas pour aujourd'hui sur le sujet de la Fed. Bon, il y a eu beaucoup de nouvelles nominations. On n'a pas encore le tableau complet de la Réserve fédérale américaine, du profil de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Christian, est-ce qu'on a quand même avec Jérôme Powell d'autres nominations qui ont eu lieu, Randy Quarles? Est-ce qu'on a quand même maintenant est-ce qu'on est un peu mieux renseigné sur le logiciel de pensée de la Fed là aujourd'hui, de cette nouvelle Fed? Alors Monsieur Quarles, vous avez vu qu'hier il a fait un discours. C'est pas une colombe, hein. Non. Alors qu'on disait qu'il a été nommé par Monsieur Trump, qu'il allait être gentil, tout plein. Il l'est pas vraiment. Bon, lui aussi. Mais c'est ce qu'on attendait de la nouvelle Fed, qu'elle soit peut-être un peu plus il est indépendant, il le montre. Il est plus dur que ce qu'on pourrait être en droit. Surtout que c'était quelqu'un qui est pas forcément économiste, qui était plus en termes nommé en termes de régulation. Et là, on voit qu'au moins sur la partie économie, il est loin d'être une colombe. J'aurais tendance même à le classer plutôt dans les faucons. Donc, vous voyez. Alors, par contre, sur le point, il y a encore pas mal de postes vacants au niveau du board, hein, au niveau vraiment de l'organe de direction de la Banque centrale américaine. Donc là aussi, on a quand même une grosse inconnue. Par contre, on a eu la rotation naturelle des présidents de Fed, mais on a quand même des départs en retraite. Hein. On pense notamment à la Fed de New York qui va avoir un nouveau président. Donc ça crée encore beaucoup d'incertitudes sur les futures nominations. Il y a encore beaucoup de nominations à avoir, et entre ces rotations et ces membres du board surtout qui sont très importants, on est encore dans cette phase d'incertitude, ce qui est aujourd'hui le principal risque. Le principal risque, c'est un problème de crédibilité de la Banque centrale dans sa communication. Donc là, Monsieur Powell, il est quand même nouveau dans ce rôle de communicant, et avec quelque chose qui va changer au niveau de la prise de décision. Ce qui fait qu'on ne peut pas sous-estimer aujourd'hui ce risque Fed de communication, d'erreur de communication, ou alors de manque de visibilité sur la communication de la Banque centrale, même s'ils vont tout faire naturellement pour éviter le pire des scénarios. Ouais, comme vous l'avez dit, il n'est pas là pour renverser la table. Il a été interrogé, enfin bon, ça paraît évident dit comme ça, mais visiblement la question était suffisamment légitime pour qu'elle soit posée à Jérôme Powell. Il confirme que le système actuel d'objectif d'inflation, d'inflation targeting à 2%, hein, comme on l'admet dans les banques centrales des pays développés, est un système qui fonctionne. Non mais enfin c'était important qu'il le dise quand même, François Jubin, que l'objectif d'atteindre 2% d'inflation, ça reste un objectif partagé par les grands banquiers centraux de la planète. L'idée, c'est d'avoir une économie qui soit quand même maîtrisée, contrôlée, et pour autant, tout en respirant. Donc il faut cette respiration naturelle avec ce target à 2% qui semble partagé par l'ensemble des banques centrales. Et donc effectivement, oui, ils vont s'appuyer dessus, et la communication montre qu'ils peuvent accepter un écart. On a vu qu'ils nous préparaient également à qu'il y ait une fluctuation par rapport à cet écart.
Ouais, c'est ça. Bon, 2% en tendance, hein, durablement autour de 2% en tendance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Réserve fédérale américaine, avec des petits mouvements de marché hein, qui sont pas anodins quand même. Ce sont des réactions directes au discours et aux réponses qu'apporte Jérôme Powell en ce moment. Le rebond du dollar, l'euro-dollar qui retombe à 1,2240, $1,2240 pour un euro. Puis le mouvement sur les taux également, avec une pontification de la courbe américaine, hein, des taux longs qui remontent un peu plus vite que les taux courts ou que les taux de milieu de courbe, le 10 ans américain notamment qui remonte au-delà de 90% cet après-midi. Ça reste acceptable, en tout cas ça reste dans les limites de ce qu'on a connu encore récemment, puisqu'on était monté à plus de 2,95% la semaine dernière sur 10 ans US. 17h30, une courte pause, la clôture des marchés européens à suivre dans un instant, une tendance toujours absente sur les indices européens, on en parle avec nos invités du Club de la Bourse jusqu'à 18h. Fin de séance sur les marchés européens avec un CAC 40 qui va clôturer autour des 5340 points. Hein. Pas de gros mouvement aujourd'hui quand on regarde les indices européens. Petite faiblesse du côté du DAX allemand, mais c'est difficile de mettre ça sur le compte de l'automobile quand même. Il y a eu cette décision de la Cour fédérale de Leipzig qui autorise l'interdiction prononcée par certaines villes, l'interdiction de la circulation de certains véhicules diesel, les plus polluants, les plus anciens évidemment. Des villes comme Düsseldorf ou encore Stuttgart ont déjà pris des décisions allant dans ce sens, qui ne sont pas encore appliquées, mais la Cour fédérale de Leipzig ouvre la voie à une application de ces interdictions, alors avec un certain nombre de conditions, d'exceptions. Bon, je disais, le secteur automobile allemand, c'est difficile de le voir très négatif aujourd'hui, à part Volkswagen qui recule de 1%, mais le DAX quand même dans son ensemble est un petit peu en retard. Le CAC à Paris, c'est 0,12%, 5337 points. Nos invités toujours en plateau, et puis les commentaires de fin de séance de Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si ce n'est que revenu à 5340, 5350 points sur le CAC 40, bon, il se passe plus grand-chose. Il se passe plus grand-chose, le marché ne veut pas y aller, en tout cas il ne peut pas y aller, je pense, tout simplement, parce que il n'y a pas des forces de conviction suffisamment importantes pour repasser un peu du côté, c'est vrai, biais positif, au-dessus de 5350, il faudrait réussir à s'y maintenir, clôturer au-dessus. Je n'envisagerais pas, dans l'état actuel des choses, un vrai mouvement de reprise de 150 ou 200 points. Non, pas du tout, mais bon, on pourrait s'éloigner en tout cas de la zone de danger. On s'en est éloigné, mais pas suffisamment encore. Bon, on n'est pas tellement vulnérable, c'est vrai, mais il en faut peu. C'est vrai que pour que ça bascule, petite mauvaise nouvelle, tout d'un coup l'inquiétude revient. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu de réplique à un événement qui est resté ponctuel, parfaitement identifié. C'était le problème de volatilité. Et maintenant, vous voyez, ce sont des journées où on est vraiment en dérive comme ça, dans l'indifférence pratiquement. Il y a des valeurs qui sortent de l'ordinaire. Hein. Denov aujourd'hui, 66% de hausse, c'est délirant. Mais le volume là, on était juste avant le fixing à 2 milliards. On va faire quoi? 2 milliards 7, 2 milliards 6. C'est vraiment très très peu. On voit donc que les gérants sont très peu actifs, peut-être aussi satisfaits de la baisse du marché, puisque eux, ils avaient été méfiants auparavant, donc ils améliorent leur performance relative par rapport aux indices. Et puis ça suffit en l'état actuel des choses, parce que il n'y a pas d'éléments suffisamment clairs, nets et précis qui permettraient de se faire une idée aussi nette et claire et précise. Donc moi je dis 50-50, c'est rare que je parle comme ça, mais je vois même pas comment, je vous disais tout à l'heure, on pourrait faire quoi que ce soit également sur les options. La vol remonte un petit peu ce soir, elle est à 13,2. On a l'euro-dollar qui baisse, qui était. Alors là, on n'est pas loin d'un point sensible, hein, à 22,10. Après, c'est à 1,2160. Là, c'est des zones un petit peu de retournement éventuel, mais vraiment des marchés sans intérêt. C'est un peu triste, un peu quand même. Il y a vraiment aucun élément qui déclenche de la motivation et de la prise d'initiative. Sans intérêt, ça ne veut pas dire qu'il ne s'y passe pas des choses intéressantes. Hein. Non, mais je tiens à le préciser. Je sais que ça n'était pas le sens de votre propos, Jean-Louis, mais je le dis comme ça. Bon, effectivement, statu quo pour les marchés aujourd'hui, avec un CAC qui tourne autour des 5340 points. On aura la clôture définitive dans quelques secondes. Le dollar, effectivement, qui est remonté. Le 10 ans américain à plus de 2,90 également. Des intérêts ciblés. Alors, Deinov, dans les nouvelles technologies appliquées au secteur de la cosmétique. Deinov travaille sur des
l'exploitation de bactéries ancestrales, les bactéries d'éinocoque, alors qui étaient utilisées dans un premier temps pour fabriquer des nouveaux carburants, du bioéthanol, et puis Deinov a pivoté, s'est réorienté notamment vers le marché de la cosmétique, et le groupe a annoncé le succès de l'industrialisation de son procédé de production pour ses actifs cosmétiques justement. Le titre flambe de plus de 70% ce soir en clôture. On avait quelques intérêts aussi autour de quelques valeurs biotech, medtech, je pense à Implanète dans les implants qui a annoncé le renforcement d'un partenariat, le titre prend un peu plus de 10%, ou encore Osé Immuno, on était avec la directrice générale d'Osé Immuno qui développe un traitement notamment contre le cancer du poumon avancé, et l'étude clinique de ce traitement en phase 3 va pouvoir reprendre avec un recrutement de patients qui va pouvoir reprendre notamment aux États-Unis. Le titre Osé Immuno progresse de plus de 6%. Sur le CAC 40, on notera Saint-Gobain en tête ce soir, plus 2%. On a vu un titre remonté du secteur bancaire également, qui faisait vraiment rien ces derniers jours. Alors au fur et à mesure du discours de Jérôme Powell, peut-être un peu plus positif, un peu plus confiant sur la capacité de la Fed à monter ses taux d'intérêt. On voit Crédit Agricole qui gagne 1,5% ce soir, Société Générale gagne 1%, AXA et BNP Paribas gagnent 1% également, et puis à l'inverse, Essilor qui est un peu plombé par les prévisions jugées modestes, mesurées de son partenaire Luxottica. Les deux groupes sont en cours de fusion. La fusion sera d'ailleurs bouclée au cours du premier semestre de cette année. C'est ce qu'a indiqué Luxottica, qui présentait donc ce matin ses résultats et des prévisions 2018 un peu modestes. On voit Luxottica à Milan qui recule de 3,5%, Essilor baisse de 3%, plus forte baisse du CAC. On voit des titres sous pression depuis leurs résultats, qui le sont encore aujourd'hui. C'est le cas d'Atos qui avait perdu déjà 10% la semaine dernière suite à sa publication de résultats et suite à des prévisions là aussi jugées prudentes. Le titre Atos perd encore 1,5% ce soir. Et puis on notera le secteur des médias. Alors très entouré, c'est le grand bazar, on va dire ça comme ça gentiment, autour du deal qui était en cours entre Fox et Sky, puisque Comcast est en train de relancer les enchères avec une offre bien supérieure à celle de Fox pour acheter les actifs de Sky, le géant européen de la télévision payante. Sky s'envole de près de 20% après cette nouvelle offre de Comcast, et on a vu quelques valeurs dans le secteur des médias qui réagissaient positivement. On a vu un temps en Vivendi prendre 1%, mais on va dire que le mouvement s'est un peu calmé et reste concentré autour de Sky. Le CAC 40, ce soir en clôture, équilibre parfait, moins 0,01% pour l'indice parisien, 5343 points. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau, Christian Parizeau, Aurel BGC, François Jubin, Wise AM, et Vincent Chéniaud, Generali Investment. Votre sentiment de marché, messieurs, et les commentaires, les réactions que vous pouvez avoir. C'est vrai que on prend l'indice parisien, le CAC 40 comme référence, mais c'est vrai que les marchés européens, là, ont retracé une partie de la baisse de début février. On a du mal à trouver des convictions très fortes, des initiatives très fortes de la part des investisseurs. Vous confirmez, Vincent Chéniaud ? Oui, je crois qu'il y a une certaine fragilité à court terme. Je dois dire que pour 2018, nous restons positifs sur les actions européennes, qui restent plutôt bon marché par rapport aux actions américaines notamment. Ceci dit, à court terme, il y a quand même quelques inquiétudes. Petit 1, le coup de semonce qu'on a eu début février, je crois, a laissé les investisseurs un peu plus prudents à court terme. Petit 2, il y a quand même cette montée des taux longs qui est une menace sur les valorisations. Petit 3, la situation économique reste très favorable, mais quand même un peu moins brillante qu'elle ne l'était l'année dernière. Encore une fois, l'année dernière, surprise à la hausse sur la croissance, surprise à la baisse sur l'inflation. Cette année, la croissance reste forte, notamment en Europe, mais elle se tasse. On atteint un plateau, voire même un petit recul, alors que l'inflation, notamment aux États-Unis, accélère. Donc on a un cocktail croissance-inflation qui est quand même un petit peu moins favorable. Et puis il y a un élément technique, quatrième point, qui m'inquiète un petit peu à court terme, c'est que si vous regardez les performances depuis le début de l'année, aussi bien sur les actions européennes que sur les obligations européennes, vous avez des performances négatives. Et quand vous avez des performances négatives sur ces deux classes d'actifs en même temps, donc une corrélation positive, ce n'est pas bon pour les fonds qui combinent actions et obligations. Et cette corrélation positive, en général, conduit
à une réduction du risque, une réduction du levier, et à court terme, ça peut quand même impliquer un peu de fragilité. Quand on se met à perdre sur les deux tableaux, deux grands tableaux de marché qui sont les actions et les obligations, à un moment, faut pas que ça dure trop, quoi. Voilà. Ça, vos commentaires par rapport à ça, votre sentiment de marché, François Jubin, comment est-ce que vous le situez aujourd'hui? Mais nous, on partage l'analyse de Generali sur ce sujet-là. On constate effectivement que les actions européennes sont en retrait par rapport aux actions américaines. Elles n'ont pas bénéficié d'un rebond aussi marqué que celle d'outre-Atlantique. Ouais. Et là, on passe du passé récent. On parle du passé récent. Oui, on parle de mi-février, du 10 février, 5-10 février. On a baissé toute action confondue, tout marché confondu, on a baissé à peu près de 10%. Sur le Nasdaq 100, on est revenu au plus haut, et nous, on a repris que 4%. Alors, on se félicite d'avoir 4%, mais finalement, il nous reste encore. Et c'est quoi notre problème, François? Parce que vous avez raison, et même quand on peut regarder aussi la meilleure manière de comparer les performances entre Wall Street et l'Europe, c'est de tout mettre dans la même devise. Hein. C'est-à-dire que même corrigé de l'effet devise, l'investisseur qui est allé chercher de la perte sur le marché américain, il s'en sort mieux, même avec la baisse du dollar. Hein. Il s'en sort mieux sur Wall Street que sur son marché européen. Tout à fait, parce que alors longtemps, on a expliqué cet écart de performance par l'évolution de la parité euro-dollar. Donc, on s'est dit, effectivement, quand l'euro monte, c'est pas bon pour les actions européennes par rapport aux autres actions. Donc, longtemps, ça a été le cas. Mais depuis 3 semaines, on ne peut pas dire que l'euro continue de s'inflammer. Bien au contraire, on avait dépassé les 1,25. Aujourd'hui, on est en dessous des 1,23. Donc, ceci dit, ça devrait nous favoriser, nous, actionnaires européens, enfin investisseurs européens. Donc voilà, donc on est un petit peu coincé là, parce qu'on voit que les valorisations sont quand même attractives. Alors effectivement, l'accélération de la conjoncture économique, c'était plus 2017 que 2018. On voit un léger tassement dans les indicateurs conjoncturels. Si on regarde effectivement l'indice des surprises économiques, on voit qu'il se dégrade nettement en zone euro, parce que les anticipations se sont mises au niveau de la conjoncture. Bien tout ça ne nous permet pas de revenir sur le marché américain, qui caracole en tête. Bon, Christian, on a une piste d'explication. J'ai la question, c'est pourquoi c'est Wall Street qui est si haut? C'est pas un problème de l'Europe. Le vrai problème, c'est un problème de Wall Street. L'anomalie, elle vient de la hausse de Wall Street. Parce que derrière, que l'Europe, que les bourses patinent un peu, c'est un peu logique. On l'a joué finalement les bonnes nouvelles en 2017, comme toujours. On a anticipé. Donc aujourd'hui, qu'on ait des enquêtes PMI, IFO, de l'INSEE qui montrent qu'il n'y a plus d'accélération, mais c'était évident. On était là sur des plus hauts historiques. On n'avait pas non plus monté indéfiniment. Donc je dirais qu'on l'a acheté sur l'année dernière. On a acheté l'absence de risque inflationniste. Maintenant, il faut qu'on prenne en compte qu'il y a quand même un risque. Alors, je ne sais pas si l'inflation revient, mais au moins, il y a à intégrer ce risque inflationniste. Donc, ça veut dire mécaniquement des anticipations d'inflation qui remontent sur les taux, donc des taux longs qui sont plus élevés. Donc, ça, c'est quand même des vrais freins à la valorisation du marché action. Donc, moi, ça me choque pas qu'on patine un petit peu aujourd'hui, parce qu'on change de scénario économique et on intègre ces risques. Ce qui vous choque, c'est que Wall Street soit reparti aussi fort. C'est Wall Street. Et quand on regarde, et c'est là où j'ai mon explication, et ça me gêne aussi, c'est quand on regarde qu'est-ce qui a fait la hausse à Wall Street, eh ben c'est les GAFA. Et c'est ça le problème, c'est que de nouveau les investisseurs ont rejoué les Google, les Apple, les Microsoft, etc. des valeurs technologiques qui sont déconnectées de la croissance américaine, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on estime que ce ne sont pas des valeurs conjoncturelles, ce sont des valeurs entre guillemets protectrice, mais ça ne veut pas dire qu'on croit dans l'économie américaine, parce que si vous croyez dans l'économie américaine et que vous pensez qu'il y a des hausses de salaire aux États-Unis, vous achetez du Walmart, vous achetez pas du Google. Et là, le gros problème, c'est qu'on a quand même un marché qui est en train de venir rejouer une thématique qui est vieille, qui est les technos sont déconnectés de la croissance, et comme on a peur, eh ben on va vers les technos. Ouais, et ça me gêne beaucoup parce que on achète, mais on ne peut pas prendre trop de risques non plus. Ok, mais derrière, c'est pas très rassurant quand on concentre la hausse sur quelques valeurs. Débat sans fin sur les tech, mais quelle est votre position par rapport au GAFA? Non, je partage l'analyse. Bon, il y a une valorisation des actions américaines qui est très élevée. Elles payent environ 17 fois les profits de 2018, alors qu'en Europe, c'est à peu près 14 fois. Et en effet, la différence de performance l'année dernière, mais ça continue cette année, c'est sectoriel. Effectivement, aux États-Unis, on a beaucoup de valeurs technologiques. En Europe, un point important des valeurs financières. Et même si les financières se portent mieux cette année, elles ne font pas aussi bien que les technologiques. En l'occurrence, les financières européennes sont un petit peu à la traîne par rapport aux financières globales.
Il y a un autre élément, c'est quand même les baisses d'impôts aux États-Unis qui continuent à jouer. Et si on regarde les profits qui ont été publiés, c'est vrai qu'il y a une accélération plus forte aux États-Unis avec un sentiment positif qui est alimenté par la baisse d'impôts, alors que les profits en Europe sont un petit peu quand même plombés par la vigueur passée de l'euro. J'ai l'impression qu'on n'aura même pas je vais dire un petit mot quand même aussi là-dessus. Voilà, je vais dire juste un petit mot. Il y a quand même un élément qui est important sur les publications des T1, des résultats du premier trimestre, enfin du quatrième trimestre, excusez-moi, du quatrième trimestre 2017. Les entreprises américaines n'ont pas relevé énormément leurs objectifs. Les seules explications de relèvement d'objectifs, c'était lié à la réforme fiscale. Ça veut dire qu'elles en ont quand même un petit peu sous le coude. Ça veut dire que derrière, si la conjoncture reste solide, il y a quand même des révisions à attendre aussi dans les résultats des boîtes, qui ne sera pas lié là à un effet purement fiscal. On marque une pause, mais d'abord, petit coup d'œil, Sabrina, sur les marchés américains. Justement, on était en train d'en parler. Comment est-ce que les investisseurs digèrent le discours de Jérôme Powell ? Ça se dégrade un tout petit peu puisqu'on est désormais sur une tendance négative sur les 3 indices. Rien de grave non plus, moins 0,11% pour l'indice Dow Jones, 25 682 points. Le S&P 500 perd 0,4%. Quant au Nasdaq, on est désormais sur une baisse de 0,6% alors que Jérôme Powell a laissé la porte ouverte à une 4e hausse de taux d'intérêt. Séance marquée également par quelques statistiques. On a eu des chiffres de la confiance, plus haut de 17 ans, des données concernant le marché immobilier, un gros deal, en tout cas des grosses discussions dans le secteur des médias avec Comcast et bien sûr Sky, un dossier qui comprend également les Disney ou encore le groupe l'Empire Rupert Murdoch. On garde un œil bien sûr, les valeurs qui sont cotées ici aux États-Unis, Comcast en repli de plus de 4%, des résultats d'entreprise, une réaction très positive à la publication des résultats de Macy's, des chiffres supérieurs aux attentes, des ventes de fin d'année solides et perspectives encourageantes. En revanche, plongeon de Fitbit, Grégoire, qui recule de plus de 10% après une perte inattendue sur le trimestre écoulé. Voilà donc pour la tendance légèrement négative. Le Dow Jones, 25 682 points pour le moment. Merci beaucoup. Bonne fin de séance, Sabrina. On marque une pause, nous, et on retrouve nos invités du Club de la Bourse dans un instant jusqu'à 18h. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Allez, rapide tour de table pour terminer ce Club de la Bourse. Quelques commentaires libres de la part de nos invités. Vincent Chéniaud avec nous, directeur de la recherche de General Investments. Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC. Et François Jubin, président de Wise AM. François, qu'est-ce qu'on joue sur les marchés ? Donc on comprend, vous continuez dans la partie action de privilégier les actions européennes qui vous paraissent un cas d'investissement plus intéressant toujours que les marchés actions américains. Qu'est-ce qu'on joue là, justement, sur l'Europe ? Il y a des thèmes, des secteurs, des pays en particulier à jouer? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors des secteurs parce que la correction que nous avons connue fin janvier, fin février, entraînée par la hausse des taux, a eu un impact très important sur le secteur des foncières. Ouais. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des foncières qui ont une valorisation attractive. On paye moins d'une fois l'actif net, avec des rendements attractifs également, qui sont normalement indexés sur l'activité économique. Donc, dans un scénario où finalement la hausse des taux, elle est allée aux 3/4 derrière nous, ben finalement, les foncières, ça serait pas une mauvaise idée. Si 3% sur le 10 ans américain, peu ou prou, à 10 points de base près, ouais, c'est ça, c'est à peu près le niveau d'arrivée. Vous dites 3,25, on peut même aller 3,25, même jusqu'à 3,25, vous dites ça. Voilà, mais si on est déjà dans cette zone d'arrivée, quasiment. Il y a du retard. Il y a du retard sur un secteur comme l'immobilier coté. Qui a été importante quand même depuis les derniers mois. Ouais, intéressant. Vincent Chéniaud, alors sur des thèmes, des idées, des stratégies d'investissement là qui peuvent être adaptées à l'environnement actuel? Non, c'est sûr que les valeurs qui sont sensibles à la hausse des rendements ont tendance à souffrir en termes relatifs. Oui, ça marche dans un sens et dans l'autre. Voilà, les foncières, les télécoms. De notre côté, on serait quand même un peu plus prudent. Alors c'est vrai que les rendements ont tellement monté qu'il peut être tentant de contrer ce mouvement et de racheter ces valeurs qui ont souffert de la hausse des rendements. Personnellement, il me semble qu'il y a encore de la place pour une hausse des rendements. Si on regarde ce qu'anticipe le marché, par exemple, sur la BCE, si on regarde les taux courts dans 2 ans, par exemple, le marché est pricé autour de 0,3%.
un petit peu au-dessus de zéro, mais c'est pas violent. Le risque quand même est que on ait des anticipations de marché qui continuent à remonter, des rendements qui montent, et comme je l'ai dit, les actifs risqués pourraient en souffrir. Donc même si pour 2018 on aime les actions européennes, on préfère les actions aux obligations, attention à court terme, je crois quand même qu'il y a une certaine fragilité du marché, et il faut regarder, surveiller comme le lait sur le feu, la volatilité des taux d'intérêt. La volatilité des taux a légèrement remonté cette année, en ligne avec la remontée des taux longs, mais elle est encore très basse d'un point de vue historique. Si cette volatilité des taux, qui n'est pas forcément un paramètre qu'on est habitué à suivre pour les actions, si cette volatilité... Sur les taux, oui, on n'est pas... La volatilité des taux, c'est pas forcément un paramètre qu'on suit beaucoup sur les marchés boursiers, par exemple. Comprends, oui, d'accord. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder ça, parce que si cette volatilité des taux continue à monter, les actifs risqués, le crédit, mais également les actions, pourraient en souffrir. Donc de notre côté, on n'est pas tout à fait prêt à contrer encore les tendances qu'on a vues depuis ce début d'année, et les tendances qui sont exposées à la hausse des taux longs restent pour nous quand même sous pression. Ouais, je comprends. Bon, il y a le niveau des taux d'intérêt à regarder, mais la nervosité de ces marchés obligataires aussi qui est très importante pour l'ensemble des classes d'actifs et des actifs risqués notamment. Il nous reste 2 minutes, Christian, pour conclure. Vous vouliez redire un mot, mais très intéressant. On est en plein congrès mobile de Barcelone. Tous les opérateurs, équipementiers télécoms sont sur place, et on a eu un discours du management de Nokia en début de semaine là, et PDG d'Ericsson très confiant sur le déploiement commercial de la 5G. Voilà. Alors ça peut paraître anecdotique, mais juste faut bien comprendre les enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez le consensus des analystes actions, il y a un effet ciseau qui est en train de s'opérer sur les équipementiers télécoms. C'est que vous avez une baisse de l'investissement dans la 4G parce que c'est la fin du déploiement, c'est arrivé à maturité, puis une grosse pression sur les prix des équipements 4G puisque c'est de la commodity. Maintenant, il n'y a plus de valeur ajoutée. Et puis derrière, il y a les anticipations de rebond de la 5G. Sauf que les analystes nous disent pas avant, à juste titre, pas avant 2020-2021. Et là, seul coup, on a quand même 2 personnes qui nous disent finalement l'investissement pourrait être beaucoup plus tôt. Alors pas en Europe, mais aux États-Unis, en Chine, et que ça pourrait être dès la fin de cette année pour le début de l'année prochaine. Alors vous allez me dire, ils sont gentils, mais les terminaux 5G, on n'en a pas encore vu. Donc c'est bien de construire un réseau 5G, sauf qu'on les a pas vus. Mais ce que je pense qu'il y a un élément que peut-être on sous-estime, c'est que dans la 5G, c'est un faux mot. Pour moi, c'est du marketing. C'est du marketing d'opérateurs télécoms pour essayer de remonter les forfaits. Peut-être à terme, ça sera un marketing. Mais il y a un élément important, c'est que la 5G, c'est pas une rupture. C'est-à-dire que c'est pas qu'un réseau à construire de toutes pièces avec des nouvelles antennes. C'est un petit boîtier qu'on va rajouter. Et ce petit boîtier va s'occuper des objets connectés. C'est un petit boîtier qui va être rajouté pour s'occuper de la voiture autonome. Alors, peut-être avant la voiture connectée, avant la voiture autonome, parce que ça, on a encore le temps. Mais en tout cas, c'est des petits boîtiers, entre guillemets, et c'est des upgrades de réseau. Et ce que je suis en train ce qu'on peut-être sous-estime, c'est les annonces qu'aujourd'hui qu'a fait, par exemple, Verizon, très clairement. C'est des annonces d'opérateurs qui disent, on va réinvestir massivement dans notre réseau. Mais ça va pas être demain votre terminal qui va être 5G. Mais ça va être peut-être de l'amélioration de votre 4G. C'est-à-dire que le réseau 4G n'est pas adapté à la diffusion en streaming de vidéos. Donc si je mets un petit boîtier qui améliore ça, c'est un petit upgrade de mon réseau, mais c'est une amélioration. C'est un grand plus pour le consommateur. 5G, mais en réalité c'est de la... Et donc ça c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui la valorisation des équipementiers télécoms et dans les projections des analystes, on se dit c'est pas avant 2020-2021. Donc c'est pas intéressant d'acheter maintenant. Par contre, si c'est véritablement à la fin de l'année et qu'on a vraiment une bonne année l'année prochaine, on aura des grosses révisions des analystes. Et là, par contre, c'est un vrai enjeu boursier de jouer ce redémarrage des équipementiers. Donc c'est à suivre. C'est pas anecdotique, mais il faut faire la part naturellement entre ce qui est purement marketing, de la com, et peut-être une réalité. Et la réalité commerciale qui sera peut-être un peu plus rapide que ce qu'on imagine. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir participé à ce Club de la Bourse pendant 1 heure. François Jubin était avec nous, président de Wise AM, Christian Parizeau, chef économiste d'Orel VGC, Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments. Le CAC ce soir termine à l'équilibre, 5343 points, avec le discours de Jérôme Powell en point d'orgue de cette journée. Nous on se retrouve demain dès 15h30 pour la suite d'Intégral Bourse. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.